Bien, bah, bonjour Anthony. Salut Tom, bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette émission, on va parler un petit peu de tout ce qui touche à l'économie, Oui. hein, le fonctionnement des banques, le fonctionnement de... on pourra peut-être aussi évoquer un peu l'euro, hein, Oui. cette monnaie qui était soi-disant faite pour nous faire un beau petit futur. On Ouais. se rend bien compte aujourd'hui que c'est plus le cas. Donc Une belle escroquerie une, intellectuelle, oui. ouais, une belle escroquerie, ouais, c'est clair. Donc on va refaire un petit point, on va refaire un petit point sur toute l'économie, comment les banques ont réussi à se mettre au-dessus des États. On peut peut-être commencer par le constat amer d'un endettement extrêmement important Mm. qui génère en fait une somme colossale d'intérêts, Mm. pardon, qui en fait Mm. est responsable en grande partie de la situation économique dans laquelle on est, puisque une grande partie des impôts que chaque Français et chaque Française verse, que ce soit à travers la TVA, donc des impositions directes ou des impôts comme l'impôt sur le Mm. revenu, etc. Euh, Tous ces impôts-là, en fait, viennent nourrir le remboursement des intérêts dus De la dette. de la dette. Ouais, ouais, Donc, complètement. Ah bah 100% de l'impôt sur le revenu est consacré à la dette, hein. Il est normalement prévu pour je sais pas, pour la santé, pour mm, les frais scolaires, enfin, peu importe leur utilité, normalement ça devrait être de l'utilité publique. Alors que là, là on se rend bien compte que tout l'impôt sur le revenu, hein, donc on, on va dire les choses, hein, on travaille, c'est pas par plaisir, hein, on travaille pour se nourrir, pour gagner sa vie. On accepte le fait d'être imposé. En revanche, à partir du moment où on a compris que tous les impôts servent en grande majorité à rembourser une dette qui n'est pas légitime, on est en droit de se poser des questions. absolument, puisque la dette en question, elle a pour origine un décret qui a été passé en catimini en 1973 Mhm. et, Janvier. ouais, et qui Mm. a été reconfirmé ensuite à travers Le traité de Maastricht. le traité de Maastricht. Mm. Mais auparavant, ça avait déjà été le terrain avait déjà été préparé en 1983 ou 84 par Jacques Delors, qui avait en France en fait recollé les banques d'affaires avec les banques de dépôt pour en faire ce qu'on appelle les banques universelles, Complètement. qui sont à l'origine, et aux États-Unis il se passe exactement la même chose hein, de ce point de vue, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de la spéculation et du danger extrême que d'utiliser les dépôts des citoyens Des pour épargnants. faire de la spéculation, une espèce de surenchère Mm. de spéculation qui a failli tourner mal, mais qui en fait a tourné mal en fait en Mm. Mm. 2008. Une crise qui a duré, je dirais, d'une manière cachée Mm. jusqu'à aujourd'hui et qui est sur le point de se réveiller à nouveau, mais d'une manière Brutal. beaucoup plus violente Mm. qu'en 2008. En Mm. 2008. Enfin, ça avait commencé en 2007 en fait, hein, ça avait commencé en février 2007
Il commençait à y avoir des prémices. À titre personnel, moi, en juillet 2007, il y avait encore la chaîne Bloomberg TV en français qui émettait et j'assistais en direct, en live, à l'effondrement des bourses, des marchés boursiers. Notamment à New York, là-bas. À New York et à Paris, on prenait des claques vertigineuses en une journée. On perdait 3, 4% et 2,5%. Enfin, c'était terrible. Et on se demandait, enfin moi à l'époque, je me demandais quand est-ce que ça allait se terminer. Et puis ça s'est terminé parce que les États ont sauvé. Oui, mais les États ont sauvé. En fait, les États ont utilisé l'argent public pour sauver des délinquants financiers. Parce que c'est ça en réalité, ce qui se passe. C'est des délinquants financiers. Des gens qui ont mélangé des titres toxiques avec des titres en apparence de bonne qualité et ils l'ont fait sciemment. Et ça, ça s'appelle du délit. Au niveau financier, c'est du délit. On n'a pas le droit de faire passer un titre, un mélange de titres pour quelque chose de sûr si dedans il y a des produits à haut risque. Voilà, donc si vous voulez un petit récap un petit peu de... Parce qu'aujourd'hui on nous bassine à longueur de journée avec la dette qui a dépassé les 2000 milliards d'euros. Donc pour faire un petit historique, en janvier 73, la loi Pompidou et Giscard d'Estaing, tous les deux banquiers chez Rothschild, c'est à partir de là en fait qu'on s'est rendu compte du poids de la banque sur les États-nations. Donc à partir de là, il y a eu cette loi qui a été appliquée en janvier 73, et puis ensuite le traité de Maastricht, là ça a flingué, ça a tout cassé au niveau financier, et ça oblige les États à emprunter sur des marchés privés. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'après, au lieu d'emprunter à un taux zéro auprès de la Banque de France, qui est censé être public, on emprunte dans des marchés privés à des taux qui frôlent des fois les... Alors je ne sais pas exactement, mais peut-être les 5-6%. Je ne sais pas exactement les taux, mais l'essentiel n'est pas là. Oui, parce qu'en fait... Excuse-moi, je vais faire une aparté parce que c'est très important de faire une différence. À une certaine époque, je parle de l'époque où on avait Raymond Barre comme Premier ministre en France, l'inflation était très importante. Et donc les taux d'intérêt étaient aussi très importants. Mais comme l'inflation était très importante, le taux d'intérêt finalement était indolore ou presque, parce que l'inflation courait juste derrière le taux d'intérêt en question. Aujourd'hui, le problème, il est que artificiellement, je dis bien artificiellement, et ça fait partie d'une autre escroquerie financière extrêmement grave, c'est qu'en fait, l'État s'appuie sur un organisme qui s'appelle l'INSEE, qui détermine en fait l'inflation à partir d'un panier de produits techniques, alimentaires, etc. Et ils se sont arrangés pour choisir en fait des produits qui ont un prix qui stagne. Et pour eux, ils ont considéré que le taux d'inflation était très bas. En réalité, et les gens s'en rendent compte quand ils vont faire leurs courses, l'inflation est beaucoup plus forte en réalité. Elle a toujours été beaucoup plus forte que celle qui a été annoncée à l'INSEE. Sauf que ce qui se passe, c'est que les banques savent que c'est une véritable imposture. Mais ils l'utilisent aussi pour déterminer leur taux d'intérêt. Donc, c'est lié. En fait, le taux d'intérêt est lié aussi au taux auquel on prête aux banques, c'est-à-dire la banque centrale. Hein. Mais le problème, c'est que même si le taux d'intérêt paraît faible aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 30 ans, il est beaucoup plus douloureux parce que la différence est beaucoup plus grande en fait. Elle est beaucoup plus grande parce que le vrai taux d'inflation, il n'est pas de 1,5 ou 2%, il doit être de 6 ou 8%. Donc c'est énorme, c'est absolument énorme. Et ce qui fait que les gens qui ont des salaires qui stagnent
voient donc l'inflation grimper, ce qui veut dire que à chaque fois ça leur coûte toujours beaucoup plus cher que ce que leurs moyens leur permettent d'acquérir. Et en plus, ils ont des taux d'intérêt qui paraissent bas par rapport à ce qu'ils étaient il y a 30 ans, mais qui en réalité, par rapport à l'inflation, produit un écart beaucoup plus grand en réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et malheureusement, quand on a 2% d'inflation, et qu'on n'a même pas 0% de progression, parce que l'inflation à l'époque de Raymond Barre, en fait, elle était utilisée pour savoir comment les salaires allaient évoluer. C'est en cela, si tu veux, que l'inflation de la consommation avait un intérêt pour savoir où est-ce qu'on allait placer par rapport au taux d'intérêt. Enfin, placer. Donc à ce moment-là, si tu veux, les salaires progressaient en fonction du taux d'inflation. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que maintenant, même... Alors, on a un taux d'inflation en plus qui est très réduit par rapport à sa réalité, qui est beaucoup plus forte. Mais malheureusement, ils se servent de ce taux d'inflation bas, qui est factice, qui est c'est une imposture. Ils se servent de ce taux d'inflation pour dire, il n'y a pas besoin d'augmenter les salaires, puisque finalement, le taux d'inflation est très bas. Donc c'est terrible, parce que le résultat, c'est que on a une différence entre le taux d'inflation et les taux d'intérêt des banques qui est déjà beaucoup plus importante que ce qu'il était il y a 30 ans. Et en plus, il est renforcé par le fait que les salaires stagnent. C'est-à-dire qu'ils sont volontairement maintenus vers le bas. Enfin, en tout cas, au niveau où ils étaient déjà depuis plusieurs années. Et il y a un programme qui consiste à entériner en fait une stagnation sur 3 ans des salaires. Donc on est dans une situation c'est-à-dire que si on regarde les chiffres, ils n'ont pas l'air très très impressionnants, mais en réalité les conséquences, vu que les chiffres sont trafiqués, c'est comme le taux d'emploi et le nombre le nombre d'actifs aux États-Unis, c'est des chiffres trafiqués. Même en France. Même en France, bien entendu. Tout est minoré, de sorte d'éviter une panique, mais ils savent très bien que la situation est catastrophique. Donc voilà, c'est le taux d'intérêt effectivement des banques doit se situer autour de 4, 5, 6%. Et ils se remplissent les poches parce qu'ils ont énormément perdu d'argent dans la spéculation en 2007. Et ils se refont là-dessus. Mais ils se refont sur qui ? Toujours les mêmes. Le traité de Maastricht, l'article qui entérine lui aussi le fameux décret de 1973, c'est l'article 104. D'accord. Voilà. Et puis donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont fait exactement la même chose que Jacques Delors en 1984 ou 83, je sais plus, en France. Ils l'ont fait en 99. C'est Bill Clinton qui a signé en fait une loi qui permettait aux banques d'affaires de racheter des banques de dépôt. Mais en fait, il avait déjà eu la main forcée puisqu'il s'était produit ce genre de phénomène. Parce que c'est des malins, c'est des gens qui passent leur temps à réfléchir comment ils vont pouvoir s'en mettre plein les poches. Et puis ils ont des analystes assez brillants, des gens qui sortent d'Harvard ou d'écoles de cursus d'économie qui sont assez musclés. Qui sont faits en grande part à partir de mathématiques. Et donc il y a des gens qui leur conseillent de faire ça et ça pour toujours essayer de détourner les lois à leur avantage. Et donc il y avait déjà eu, avant 1999, avant que ce soit définitivement je dirais, reconnu dans la loi, en tout cas dans la destruction de la loi qui forçait la séparation entre les deux types d'entités bancaires. Et il y avait déjà eu une réunion je me rappelle plus exactement, une réunion de deux banques, une banque d'affaires et une banque de dépôt, qui normalement, si dans un monde au minimum intègre, tous les gens qui ont participé à cette affaire-là auraient dû dormir en prison depuis longtemps.
parce que c'était interdit à l'époque. Hein. C'est pas, on vote la loi après avoir fait le truc, hein, on fait le truc après que la loi ait été votée. C'est ça le principe du respect de la loi. Donc il a eu la main forcée à cause de ça, tout simplement, Bill Clinton. Alors que nous, en France, pardon, décidément, en France, on avait, il y avait eu une conclusion qui avait été faite par rapport à la situation de la Seconde Guerre mondiale, pour quelles raisons l'Allemagne avait déclaré la guerre, tous ces éléments-là. Et il y a eu une réflexion de fond, parce qu'il y a des gens qui réfléchissaient, que ce soit les communistes ou que ce soit les gens, les catholiques de droite qui ont participé au Conseil national de la résistance, tous ces gens-là se sont dit, le principal problème, enfin l'un des principaux problèmes qui a provoqué la guerre, c'est le fait que les banques de dépôt ont servi de vache à lait aux banques d'affaires. C'est exactement ce qui s'était passé en 1929. Hein. C'est un remake absolu. Hein. Ce qui s'est passé en 2007, c'est 1929 tout craché. Hein. Remasterisé. Remasterisé, voilà, exactement. Donc le CNR, ils ont réfléchi là-dessus, ils se sont dit, bah oui, les faits sont là, c'est simplement parce que les types qui veulent faire de la spéculation, ils ont utilisé les dépôts des déposants pour spéculer. Hein. Voilà, tout simplement. Et donc le CNR a conclu que toutes les banques en France devaient être fracturées en deux entités différentes, parce que en France aussi, il existait des banques réunies qui faisaient de la spéculation sur des dépôts. Des dépôts de clients lambda comme nous. Hein. Et donc, dès 1945, je crois, c'est en 1945, ils ont dit c'est stop, c'est terminé. Maintenant, c'est spéculation d'un côté, dépôt de l'autre. Et là, il n'y aura plus aucune tolérance sur les passerelles. C'est fini, terminé. Donc, de 1945 jusqu'à ce que celui qui a été, comme par hasard, adoubé par les éminences grises qui ont conçu l'Europe, l'Union européenne avec sa commission. Il s'est retrouvé là-bas comme par hasard. Hein. Il avait dû certainement rendre grand service au système bancaire, aux financiers. Donc en 83, il a dit non, ben bon, c'est bon pour une question de crédibilité. Ah, c'est toujours un problème de crédibilité. 1973, c'est pareil. Hein. Question de crédibilité. Ça fait pas crédible que la France se refinance auprès de sa propre banque centrale. C'est pas normal. En fait, tout ça, c'était juste si on peut faire des sous. Si tu veux, c'est comment on peut intercepter l'argent pour se faire de l'argent en parasite. C'est du parasitisme. Hein, c'est rien d'autre. C'est à ce niveau-là. Hein. Donc, il a dit, bah voilà, on va réunir les deux banques. Et il faut pas chercher plus loin la situation catastrophique dans laquelle on est. Et pas chercher plus loin non plus, les dernières annonces disent que si jamais il y a un problème avec les banques en Europe, si elles devaient avoir de très grosses difficultés à nouveau, ce qui est évident qu'elles vont en avoir, c'est carrément couru d'avance, il faut s'attendre à une vraie hécatombe, et, pardon, et toujours avec les profiteurs récurrents qui sont aux États-Unis. Hein, ou en Angleterre. Donc ils attendent l'écroulement du système bancaire européen pour pouvoir phagocyter tout ça. Et donc le principe c'est les banques vont mal, très bien, on va taper dans les comptes en banque. Ça s'appelle les assurances vie aussi, enfin, tout ce qui est bon pour. Alors là il faut savoir que les assurances vie c'est déjà mort. Hein. C'est déjà mort. Hein. C'est clair. C'est-à-dire que depuis 2008, pourquoi 2008 ça s'est calmé, c'est parce que, et encore une fois, on a un Ouistiti qui nous a fait énormément de mal en France en tant que président, et ensuite en donnant des mauvaises idées, ça dépend de quel côté on se trouve, hein, mais en tout cas de très mauvaises idées si on se place du côté du contribuable et du déposant bancaire citoyen que nous sommes. C'est qu'il a dit, c'est simple, pour calmer l'hémorragie, on va se servir de tout ce que les Français, les gens en Europe, dans le monde, ont mis de leurs petites économies dans justement des assurances vie, par exemple. C'est-à-dire que l'argent a disparu. Les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils ont toujours leur contrat avec des taux d'intérêt, on leur verse des taux d'intérêt, mais le principal,
C'est-à-dire l'élément principal de leur dépôt a disparu, il est fini, ça a disparu. Mais ils ne peuvent pas le savoir tant qu'ils n'auront pas été à la banque en disant bon bah écoutez, maintenant l'assurance vie, j'y mets fin, je récupère mes sous. Donc ça va marcher pour les quelques premiers qui vont arriver, hein, parce que c'est ceux qui ont compris que ça allait mal se passer. Et puis les autres, bah, c'est comme leur papier, l'explication sur leur physique et leur papier. Ceux qui pensent avoir de leur physique en ayant un papier qui leur dit qu'ils en ont et qu'ils ont acheté très cher à la banque, et quand ils vont se précipiter parce qu'ils en auront besoin pour financer d'autres choses, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'or physique, il n'y a plus rien. Et donc comment je dirais, les assurances vie n'existent plus. Les sommes principales qui ont constitué les économies que les gens ont mis sur cette assurance-là n'existent plus, ils ont déjà été mangés. Ouais, pour appuyer un petit peu les propos, hein, je vous invite à visionner une vidéo sur YouTube. Alors c'est Natacha, je sais plus comment, ex-Goldman Sachs, qui dénonce l'imposture de l'assurance vie. Voilà, donc ça c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube. Je sais plus la durée exacte de cette vidéo. Elle s'est débarrassée de ses assurances vie à elle aussi, hein. Ouais, je crois qu'elle a dit ça. Hein. Ouais, donc c'est ce qui n'est pas un très bon signe entre nous. Hein, quand non, mais moi les assurances vie, j'ai tout éliminé, j'ai tout récupéré mes billes. Ça sent très très mauvais. Très très mauvais. Ouais, complètement. Non, bah qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Je crois qu'on a... Simplement pour faire un petit récap, au lendemain des grandes guerres mondiales, hein, de la première et de la seconde, ceux qui ont tiré le gros lot, c'est les banquiers, hein, ils ont alimenté chaque côté de la guerre, ils ont tiré les gros lots, ils ont réussi à prendre le contrôle économique des États. Absolument. Et puis aujourd'hui, c'est clairement eux qui déterminent qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Hein. C'est pas autrement. Hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'en Angleterre, le pouvoir financier a pris le pouvoir en Angleterre. Parce qu'en fait, on avait des gens qui... ça fera l'objet d'une autre émission plus complète. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, à mon avis. Parce que là, on fait des constats sur des phénomènes qui sont certes hauts pour la plupart des gens, mais qui ne sont que les conséquences d'une politique, ou en tout cas d'un projet, qui se trouve au-dessus et qui est particulièrement dangereux. Mais donc j'aurai l'occasion à ce moment-là de pouvoir développer ce sujet-là. C'est en lien direct avec des gens qu'on pourrait croire comme étant... des gens innocents en fait qui sont... Oui, comme Macron par exemple. Oui, par exemple. Notre ministre de l'économie américain. Banquier chez Rothschild également. Absolument. On le met aux manettes de l'économie d'un pays comme la France. Et puis, Golden Boy s'impropre sur lui avec apparemment des bonnes intentions. En fait, des intentions qui sont en fait particulièrement toxiques. Et donc, c'est un pion agissant. Directement au cœur du combat. Ouais. Ils ont financé les études de la plupart de nos hommes politiques et maintenant les hommes politiques leur renvoient l'ascenseur. Faut pas s'étonner après que la société soit trahie jusqu'au dernier degré par des gens comme ça, c'est clair. Et donc évidemment, comme la banque a réussi à nous faire avaler ce décret de 73 avec la dette qui vient avec, après la banque a dit votre pays est endetté, moi je vous ai prêté de l'argent. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'ils ont créé de l'argent à partir de rien, mais rien du tout. Hein. C'est fictif. Ils se sont donné le droit de créer de l'argent. Alors pourquoi les autres ont obéi en disant oui, on reconnaît que vous avez le droit de créer de l'argent, parce qu'objectivement, qui les autorise à créer de l'argent à partir de rien? Personne. Personne. Ils sont octroyés ce droit-là. Pourquoi? Parce que parallèlement, et ça a toujours été comme ça, ils utilisent les mafias, ils utilisent... Ah oui, j'allais quitter l'écran là pour le coup. Hein. Ils utilisent les mafias, ils utilisent le chantage, ils utilisent la menace de meurtre, ils utilisent des tas d'intimidations qui fait que Kennedy. Ah ben c'est ça, bien sûr, Kennedy, qui voulait... de toute façon, il y a deux présidents américains qui se sont levés contre les banques. Le premier c'était Lincoln, et le deuxième c'est Kennedy. Absolument. Les deux ils ont fini pareil. Absolument. Donc c'est la raison pour laquelle... C'est pas un complot, hein. C'est pas une... en l'occurrence, par définition... on en arrive, quand on fait une analyse des choses, on ne peut que conclure un complot. Ça ne peut être qu'un complot, ça ne peut rien être d'autre.
À partir du moment où il y a plusieurs personnes qui visent par des méthodes illégales, des méthodes criminelles, ils essayent de prendre le pouvoir sur quelque chose, c'est un complot. C'est obligatoire, hein, c'est la définition même de ce qu'est un complot. Après, on peut dire non, c'est pas un complot. Ben après, c'est une question de sémantique. Hein, je veux dire, si on a peur des mots, ben on utilise d'autres mots, ce qui fait qu'après, quand on se parle, on se comprend plus. Donc les mots ont un sens et il faut les utiliser avec le sens qui leur est attaché. Et donc, la banque s'est imposée par la menace. Elle s'est imposée par la force, et surtout par la corruption. C'est-à-dire que là, comme en France, par exemple, on a des gens qui ont bénéficié du financement pour leurs études. Donc évidemment, c'est des gens qui renvoient l'ascenseur. Hein. Surtout, alors, ces gens-là sont capables, mais je parle pas des banques, celles qu'on va retrouver quand on va aller faire un versement de son salaire sur son compte. C'est bien tout en plus haut, haut, c'est hein, bien plus haut. C'est des gens qui soudoient, c'est des gens qui menacent et ils manient la carotte et le bâton. C'est simple, hein. Ils disent, voilà, maintenant, écoute, si tu fais bien les choses, tu seras riche, tu auras une bonne situation, tu vas pouvoir faire des enfants et leur donner une bonne éducation. Par contre, si tu nous casses les couilles, là, ça va aller très mal. Tu vas te retrouver avec 2 balles dans la nuque, suicidé dans ta chambre. J'ai dit 2 balles dans la nuque, hein, c'est pas par hasard. Oui, Hein. oui, non, mais on s'est compris. En général, la première balle, le mec, il a pas la force pour s'en tirer une deuxième. Donc c'est parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a fait le boulot à sa place. Hein. On s'est bien compris là-dessus. Voilà. Et donc, et c'est ça en fait, c'est ça. Ils ont toujours manœuvré d'une manière très très vicieuse, alors que ce soit. Alors c'est pareil, c'est toujours en préparation d'une autre émission qui sera consacrée à ces gens-là. L'objectif, c'est soit par la force, soit par la perfidie. C'est-à-dire que on essaye de convaincre deux pays différents de rentrer en guerre l'un contre l'autre et de faire en sorte de financer l'armement des 2 pays. Voilà. Et d'en tirer les marrons du feu à chaque fois. Et l'Angleterre est tombée dans ce panneau-là il y a plus de 300 ans, c'est-à-dire que elle voulait pas de ces financiers, ces types pas clairs. En fait, c'était pas des financiers à l'époque, c'était des religieux. Je pense que ceux qui me connaissent commencent à comprendre de quoi je veux parler. C'était des religieux et ils sont arrivés avec une falsification de la Bible et ils essayaient de rentrer un petit peu dans le carré, le proche carré du roi. Et puis les Anglais ils se sont défendus. Puis ils avaient aussi des érudits, donc ça a permis de les écarter. Mais ces religieux-là sont venus, comme ils n'ont pas pu rentrer par la porte principale, ils sont revenus par la porte de service. Et ils ont utilisé la dette, ils ont utilisé l'endettement. Mais ils y sont allés d'une manière, je dirais, beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a une possibilité d'y aller plus directement, ils y vont directement, mais après ils utilisent des techniques différentes. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que comme ils pouvaient pas rentrer avec la carte religieuse, ils sont rentrés avec la carte financière, parce qu'ils étaient déjà très riches à ce moment-là. Et ils ont fomenté, donc ils ont dressé l'Angleterre contre un autre pays, je me rappelle plus, c'était, il me semble que c'était la France en plus ou l'Espagne, peut-être, je crois que c'était l'Espagne. Et donc il a fallu financer la guerre, si tu veux. Et le roi avait gagné cette guerre, mais il était ruiné. Et là ils sont arrivés comme tu sais, comme Jésus, comme une fleur, hein, comme Jésus pour la libération de la planète, du mal, c'est pas. Oui, mais on peut vous prêter, voilà. Donc le roi a accepté le prêt. Et puis du moment où il a accepté le prêt, il a accepté la dette, et donc il a accepté de capituler. De se soumettre. Et c'est comme ça qu'il s'est soumis. Hein. L'endettement, c'est le piège absolu. C'est-à-dire qu'il crée la dette, il crée l'endettement. En France, en 73, il n'y avait quasiment pas d'endettement. Ah non, on était dans les périodes, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. Tout allait bien. Hein, absolument. Une économie saine. Absolument. De l'argent qui était créé par la Banque de France, hein, qui est donc
rien au-dessus, donc tout allait très bien. Et puis à partir du moment où on a commencé à mettre le pied dedans, et ben c'est monté petit à petit. Et puis Absolument. on C'est s'est comme ça que ça retrouvé. s'est passé. C'est comme ça. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur les deux façons de prendre le contrôle, hein, par la force ou par la perfidie. C'est un petit peu donc là je bascule sur un autre sujet, mais c'est un petit peu comme l'Union européenne. Si on fait un petit retour arrière, euh, l'occupation allemande et tout ça, enfin les projets finaux Absolument. Absolument. de cette Allemagne, Il y a un c'était parallèle évident. Absolument. c'était une construction européenne sous domination allemande, mais une construction européenne malgré tout. Et donc vu que ça s'est pas fait par la force avec la Seconde Guerre mondiale, eh ben ils l'ont fait d'une autre façon, en douce, en disant que ça allait déployer l'économie, que ça allait créer une main-d'œuvre tip top, un pôle financier, hein, comme ils aiment bien le dire. Et puis au final, eh ben, on voit que l'issue finale est la même, mais le moyen d'y accéder est différent. Et, bon, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que pour ce qui concerne l'Europe, la création de l'Union européenne et les premiers instigateurs de cette escroquerie financière et politique. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Monsieur Asselineau, qui explique très clairement que les premiers instigateurs étaient soit des agents de la CIA, soit carrément des anciens nazis. Donc là, on a la signature du maléfice à quoi correspond l'Union européenne. C'est un véritable maléfice. Ouais, j'en profite, hein, tu fais bien de citer François Asselineau, donc c'est le président de l'UPR. Je vous invite à aller visionner aussi ses vidéos. Il explique très simplement et très clairement le projet de l'Union européenne, comment ça a été étudié, comment ça a été mis en place. Ça explique très bien donc, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et c'est vrai que sans forcément adhérer, même oui, si le discours... sans parler du parti voilà. politique. Hein, Sans parler du parti politique, on peut reconnaître une chose à François Asselineau, c'est qu'il a vraiment détaillé, moi aussi j'ai découvert des choses, hein, il m'a appris des choses, hein, c'est clair. Et ça a permis de clarifier la situation et de dénoncer encore une fois, c'est un complot. Enfin, il faut appeler un chat un chat. C'est un complot. Tout à fait. Quand on dit à quelqu'un, oh tu sais, je t'ai lavé ta voiture, etc. Tu vois, elle est très belle. Le mec, il sort dehors, il voit sa voiture, elle est très belle. Elle brille sous le soleil. Il met un coup de clé, elle explose. Bon. Donc a priori, si tu veux, il est content parce que la voiture, ça brille. Sauf que l'autre, il en a profité pour mettre une bombe sous le siège. Voilà. Donc dans ces conditions-là, on préfère que la voiture, elle brille pas et qu'on soit toujours en vie. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est exactement le même principe avec l'Union européenne, avec la Commission européenne. C'est que on nous fait avaler des couleuvres avec des arguments spécieux. Hein, c'est clair, hein, c'est du vice à l'état pur. C'est perfide jusqu'à l'aboutissement. Bah, tout bêtement, hein, si on fait un petit récap là des premiers trucs qui me viennent en tête sur l'Union européenne, le non-contrôle des frontières, hein, on ne peut pas contrôler les frontières, tout bêtement c'est un souci. Rivaliser avec des Polonais sans porter atteinte à ces travailleurs, hein, mais on peut pas rivaliser économiquement avec une main-d'œuvre bon marché polonaise ou roumaine. Et du coup, bah, c'est les salariés d'ici, hein, c'est les Français qui en pâtissent les conséquences, hein, de toute façon, il n'y a pas de... c'est malheureux, mais c'est comme ça. Faut prendre conscience de ces choses-là. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, en France, c'est catastrophique. Et pour prendre en exemple le bâtiment, toute la main-d'œuvre, elle est étrangère. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi
il faut aussi apprendre de nos erreurs et puis peut-être y remédier autrement que par que. Justement, ça c'est, il faut mettre la lumière là-dessus parce que c'est des pratiques crapuleuses des grandes sociétés, en particulier des grands patrons, d'une part des grands patrons non négligeables. C'est que pour détruire les salaires des Français, ils instrumentalisent en fait l'immigration pour faire rentrer des gens qui vont accepter des salaires beaucoup plus bas. Et donc qui va créer du chômage. Et le chômage, c'est un petit peu l'épée de Damoclès, c'est-à-dire voilà, si tu veux pas travailler, en fait t'es un feignant. Alors évidemment, il y a tout un discours humiliant adressé à celui qui est réduit à la survie. D'accord, mais cette réduction à la survie, elle vient d'abord d'une complicité politique, puisque les politiques savent très bien comment ça se passe. Hein. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils ne font rien parce que eux, ce qui les intéresse, c'est continuer de gagner de l'argent sale, parce que c'est de l'argent sale. Hein, je suis désolé. Hein. En dehors de ce qui touche de la nation dont ils sont censés s'occuper, dont ils sont censés permettre d'avoir une vie meilleure, d'accord, et ils touchent de l'argent de côté. Hein, je veux dire, c'est pas par hasard s'ils ouvrent des comptes en banque, des comptes offshore au Luxembourg, en Suisse, l'île de Man, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est de l'argent qui pue. Mais voilà quoi. Donc ça veut dire que ils utilisent sciemment, les grandes entreprises utilisent sciemment, pas toutes, mais elles ont tendance. Alors elles vont dire nous on n'est pas au courant machin, puis en bas ils font ça d'une manière discrète. Tout ça c'est comment je dirais, ouais, c'est de la complicité passive presque. Hein. C'est bon bah ça m'arrange parce que finalement ça me fait un gros chiffre d'affaires. Enfin ça me fait un gros bénéfice à la fin et puis ça permet de distribuer des dividendes. Bon bref. Donc c'est vrai que, et alors ils sont très malins, mais très vicieux, c'est-à-dire que les mecs qui viennent de l'extérieur, donc les immigrés qui viennent clandestins, donc ils n'ont pas de papier, d'accord, c'est facile, hein, t'acceptes ce salaire-là, sinon tu rentres chez toi. Donc le mec qui vient de traverser l'Atlantique, enfin pas l'Atlantique, il vient la Méditerranée, et il a survécu, il sait pas comment, parce que sur une embarcation, c'est plus une boîte de sardines vide que autre chose. Hein, donc il y a un petit coup de vent, un peu de vague et il se retrouve au fond de la Méditerranée. Donc le mec il se dit non, bon bah je vais accepter, etc. Mais en fait, en acceptant, la société qui accepte d'employer des salariés immigrés en situation irrégulière produit un déséquilibre structurel extrêmement grave dans le marché du travail pour les entreprises qui sont d'une taille inférieure. Parce que ces entreprises-là n'ont pas les moyens de se battre en termes de concurrence contre les grosses sociétés qui utilisent ces pratiques délictueuses. Parce qu'elles sont délictueuses. Et elles sont punies de temps en temps parce qu'il y a un inspecteur du travail un petit peu plus scrupuleux que les autres. Parce qu'il y a aussi des inspecteurs du travail... J'en ai connu un, moi, personnellement, c'était pas spécialement quelqu'un de scrupuleux, tu vois. Enfin, j'irai pas plus loin, mais c'était manifeste. Donc, il suffit qu'il y ait un inspecteur du travail qui soit scrupuleux, il y en existe, et heureusement, et merci à eux. Et ces gens-là dressent des contraventions, tu vois, ils contrôlent, etc. Et ils essayent de rééquilibrer la balance. Mais quand on a des forces financières, des forces politiques qui marchent dans les pas des forces financières, ils instrumentalisent cette immigration-là pour détruire l'équilibre social, l'équilibre économique du pays. Et ce qui fait que les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises sont soumises à une concurrence déloyale. Elle est déloyale parce qu'elle est illégale de la part des grandes entreprises. Alors soit elles pressurent leurs propres salariés, elles diminuent leurs bénéfices pour essayer d'être en concurrence. Mais c'est toujours très difficile. Donc c'est aussi ce type de mécanisme-là qui produit la stagnation des salaires ou la baisse des salaires. Et les gens, ils doivent se rendre compte que tout ça, ça arrive pas par hasard. Non, donc il faut bien comprendre qu'il y a un mécanisme qui s'enclenche et puis derrière il y a toute une multitude d'effets secondaires qui se multiplient et non c'est au moins très clair formulé comme ça. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Et donc, faut pas s'étonner après que même un technicien qui devrait normalement tourner autour de 1500 ou 1700 euros brut, il se retrouve au SMIC. Et oui, de toute façon, après, c'est. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, hein, si on est au chômage, dans la société actuelle, on est censé se sous-estimer, hein, on culpabilise, Ils comptent dessus. hein, on se prend pour un assisté Évidemment, ou des choses comme mais ils ça. comptent donc dessus. voilà. Ils nourrissent la bête qui sans arrêt nous montre du doigt en disant toi t'es au chômage, comment c'est possible, tu fais rien, tu cherches pas. Exactement dans la même veine, tu as le gouvernement qui dit il y a des chômeurs qui fraudent, comme si tous les chômeurs fraudaient, d'accord ? Évidemment, on parle pas des fraudeurs financiers qui devraient tous dormir en prison depuis très longtemps et Les pour une bonne... Thévenoud, les Cahuzac, hein, sans parler des grands financiers, hein, Oui, simplement oui, aussi, oui. Peut-être des fois regarder aussi un petit peu côté local, Ah des bah fois ça fait pas de mal. Hein. c'est le petit sapin qui cache la grande forêt qu'il y a derrière, le Cahuzac. Hein. Il y en a un autre là, comme s'appelle le député là, qui retourne d'ailleurs à l'Assemblée. Oui, Thévenoud. Lui, il retourne à l'Assemblée nationale. Et ils disent ouais, on a honte de lui, mais on n'ose pas lui dire de partir. En réalité, ce qui se passe, c'est que le type, il est malfaisant, sans doute, enfin, manifeste en tout cas, mais il doit en connaître un rayon. Et le problème, c'est que si jamais ils sont décidés à le foutre à la porte, lui, il pourrait très bien mordre. Il va tout balancer. Il va tout balancer. Et c'est pas la première fois. Il y a eu un autre cas comme ça qui disait ah mais faites bien attention parce que moi je vais tout balancer. Et je sais plus, il y a des années de ça, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait de quoi faire sauter 20 fois la République. Bon. Je me rappelle plus la personne qui avait dit ça à l'époque, mais ça en disait long. C'est-à-dire que on est dirigé par une mafia. On est dirigé par une mafia aux ordres d'un système financier qui est de nature criminelle. Et donc, faut pas s'étonner d'abord des conséquences et deuxièmement du type de méthode. Ce sont des méthodes perverses, sadiques, ignobles et donc criminelles. Et là, ils utilisent toutes les ficelles. Les hommes politiques sont là juste pour leur servir la soupe et les protéger contre les effets d'une justice qui, elle, est intransigeante pour le petit et qui est très souple. Ça, c'est un euphémisme avec les puissants. Parce que la justice, infiltrée par une confraternité bien connue qui prétend... En ce moment, d'ailleurs, ils sont en train de faire une petite campagne de publicité innocente. On a vu ça au petit journal sur Canal+. Oui, non, c'est une bande de joyeux lurons. Ils sont là juste pour réfléchir sur des sujets de société, des choses comme ça, tu vois. Ils nous prennent vraiment pour des buses. Hein. Ah ouais. C'est des gens, ils se rendent pas compte de toutes les traces qu'ils ont laissées dans le passé et qui prouvent à quel point ces gens sont absolument néfastes à la société. Néfastes, hein. On ne fera jamais croire que le grand maître du Grand Orient, qui apparemment est DG de chez Peugeot, on ne fera jamais croire qu'il fait une stricte séparation entre ses activités de franc-maçon et ses activités professionnelles. Ce serait se foutre de notre gueule que d'essayer de nous faire croire ça. Hein. C'est évident que le type, il se rend pas forcément compte d'ailleurs. Hein. Ça veut pas dire qu'ils soient tous conscients de faire des choses mal, etc. Parce qu'il y en a pas mal qui dans ces obédiences-là pensent qu'ils font le bien pour la société. Ils devraient juste avoir un petit peu l'honnêteté intellectuelle de voir quels sont les résultats de ces réflexions en question. Parce qu'on constate la qualité d'un arbre à ses fruits. C'est-à-dire que si jamais la maçonnerie, la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie était si positive pour la société, on serait pas dans cette tourbe-là. D'accord ? Parce que parmi les obédiences, il y a des gens de haute qualité en termes d'instruction, en termes de connaissances, en termes de niveau social. Qu'est-ce qu'ils y foutent ? C'est juste pour parler des dimensions de la nouvelle norme des dimensions sur je sais pas, mais les portes de chiottes ou enfin excusez-moi, c'est vulgaire, hein, mais des fois c'est la vulgarité et
la manifestation de l'agacement profond que procure ce genre d'individu. Il arrive à un moment donné, il faut arrêter de nous raconter des salades. Faut arrêter de nous raconter des salades. Puis en plus, ce qui est très bien, c'est que quand on regarde ces émissions-là, en plus, on voit le type qui essaye de donner bonne figure, etc. Mais en même temps, on a un reportage avec quelqu'un qui se balade avec un micro, qui pose des questions, puis les gens répondent pas. Et on sent une espèce de malaise. Ouais. Ils se rendent pas compte de ça, hein. Ils ont pas l'air de se rendre compte de ça. Parce qu'en fait, c'est un espèce de... Ils reproduisent, ils s'en rendent pas compte, mais ils reproduisent à l'intérieur des loges les rapports humains liés à la soumission-domination. Je sais pas en quoi ça peut être positif pour la société. Hein. Je sais pas. Est-ce que le fait de soumettre une population à un maître, c'est quelque chose de positif? À chaque fois que ça a été le cas, à mon avis, ça a tourné à la dictature, hein, que je sache. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler une évolution positive de la société. Hein. Donc des mœurs non plus, d'ailleurs. Voilà, donc... Mais ils ont raison de nous prendre pour plus cons qu'on ne l'est. Oui, Ils ont parce raison. que on est en partie un peu neuneux, hein, faut le dire, hein, parce que ils ont avancé jusqu'à présent grâce à ça, hein. Sereinement, tranquillement. Bon, mais c'est tout le problème, c'est que quand on utilise une recette qui fonctionne, il faut faire attention à ne pas utiliser trop souvent la même, parce qu'elle finit par se repérer. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il manque sérieusement d'imagination parce qu'ils ont largement usé la corde. Ouais. Et là maintenant, je veux dire, les gens se réveillent parce que déjà, il y a les discours d'un côté, et puis il y a les actes. Et les actes sont si radicalement différents des discours. Il n'y a aucune cohérence entre Il n'y a les aucune cohérence. C'est-à-dire, mais je vais... Non, mais je vais laver la vitre là. Regarde, tu vois, elle est pas propre, je vais la laver. Et bam. Et le mec il pète la vitre. Voilà, c'est un peu ça. Non, si tu mais veux. c'est une façon de voir les choses, mais Voilà, c'est une parabole qui vaut ce qu'il vaut. Hein. ouais. Non, mais Mais c'est ça, c'est-à-dire que oui, bah, d'accord, donc t'as dit que t'avais lavé la vitre, mais en l'occurrence elle est cassée là. Oui, mais c'est une erreur, pour casser une vitre, faut quand même mettre le point dedans. Hein. Voilà, c'est tout. J'aime bien donner des exemples un petit peu pour appuyer ce qu'on dit là. N'hésitez pas également à aller toujours sur les plateformes YouTube ou les plateformes vidéo, à regarder une petite vidéo de David Pujadas, par exemple, là, le journaliste de France 2, qui sort du dîner du siècle. Voilà, donc le dîner du siècle, c'est une petite confrérie aussi. C'est une petite confrérie où ils se donnent rendez-vous tous ensemble et puis ils papotent, ils mangent et puis ils sont tous contents. Je vous invite vraiment à aller voir cette petite vidéo parce que le mec qui lui pose des questions, c'est Jonathan, je crois. Je sais plus. D'ailleurs, merci à lui, merci à son équipe, merci aux gens qui ont filmé. C'est toujours pareil, je veux dire, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas sur place. On ne sait pas que ça existe. Et on ne sait pas à quel point ces gens se payent notre tête. Ouais, voilà. complètement. Parce que quand on l'entend, donc c'est le mec qui lui pose quelques questions, hein, c'est un individu lambda, hein, il est comme nous. Quand tu lui poses des questions en disant est-ce que vous allez parler sur France 2 de votre réunion, alors il y avait le PDG de telle société, il y avait tel politicien, enfin ils étaient tous un petit peu de tous les bords, tous ensemble à papoter, à concocter une petite sauce là. Alors on sait pas trop la sauce, mais on sait que ça sent pas bon. Oui, non, mais ils disent rien là-dessus. C'est-à-dire que soit ils disent rien, soit ils disent non, c'est des discussions à bâton rompu, c'est sans importance, on discute de sujets, etc. et d'autres. À d'autres, hein. À d'autres. Je veux dire, là, il y a un moment donné, comme je répète souvent, hein, je l'ai dit déjà, on connaît la valeur de l'arbre à ses fruits. Et là, je suis désolé, dans une situation économique catastrophique dans laquelle on est, si ces gens-là s'ils avaient du pouvoir, on verrait la différence dans les actes, aujourd'hui, dans le pays. Soit ils n'en ont pas, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils foutent au poste où ils sont? Voilà. Non, en fait, ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir, mais ils en abusent. Oui, complètement. Ils en abusent déjà à travers... Alors, c'est pas très difficile parce que il y a quelques semaines, on a tourné une émission sur l'Ukraine et la Syrie.
Et on a pu voir à quel point, enfin moi j'encourage d'ailleurs chacun d'entre nous de continuer de visionner des vidéos, de lire sur le sujet. Évidemment, en dehors des canaux habituels d'information, sur ce qui se passe en Syrie et en Ukraine, on se rend compte qu'on a des journalistes qui nous mentent sciemment. Alors ils disent non mais on n'est pas obligé de parler de tout ça, vous comprenez, puis ceci, cela. Enfin, ils s'excusent comme ils peuvent, hein. Sauf que quand moi, un type lambda, parce que je suis un citoyen, je veux dire, j'ai rien d'exceptionnel, tout le monde peut faire exactement à peu près la même chose que moi en ce moment. Donc quand moi j'accède à des informations pertinentes, on me fera jamais croire qu'un type dont c'est le métier, il est payé pour, il a le matériel pour, il a les liens pour, et ce mec-là ne trouve pas la vérité. Il n'est pas capable d'analyser la situation sur place en Ukraine et en Syrie. C'est ça la justification. Il sait pas, on lui raconte des salades. Non, c'est tout ça, c'est il faut arrêter à un moment donné. Les excuses, la vérité sur place est à ce point opposée à ce qui est raconté dans les médias que ces journalistes déjà démontrent leur mauvaise foi crasse. Mais objectivement, c'est une réalité. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas le nier. Alors quand ces gens-là se réunissent au dîner du siècle avec des hommes politiques, on ne me fera jamais croire que des médias, enfin des vedettes de médias qui mentent, parce qu'ils mentent sans arrêt, tous les jours, tout le temps. Ils sont payés avec nos... Oui. Je me permets de te couper. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont un petit peu du mal avec ce raccourci brutal comme ça que les médias traditionnels mentent constamment, je vous invite à vous renseigner sur le parti pro-nazi qui est actuellement en Ukraine. Je vous invite à vous renseigner sur la démocratie réelle qui est en Islande depuis 2009. Oui, très important. On n'en entend jamais parler à la télévision. C'est des choses, vraiment, pour ne pas le dire, c'est qu'il ne faut pas que ça se sache. Voilà. Et pour pas que ça se sache, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui est pas bon, qu'il faut pas trop déterrer. Donc la collusion en Ukraine, c'est la collusion entre la CIA, les anciens réseaux anti-soviétiques Gladio et Stay Behind, qui ont été réveillés pour faire sauter le gouvernement d'Yanukovych en Ukraine. Et les néo-nazis dont tu parlais en question, c'est les néo-nazis du groupe Svoboda et Pravi Sector. Voilà. Tout ça, ces gens-là sont même financés par un juif sioniste, Kolomoïski. C'est du délire absolu. Et donc, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a cité l'Islande et l'Ukraine, mais on aurait très bien pu citer toute une foultitude d'événements qui. Donc pour ceux qui ont des doutes, je vous invite à aller vous renseigner directement sur des personnes comme Michel Collomb, par exemple, qui dénonce très bien les médias mensonges permanents.